Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie du 8e épisode avec Emmanuel. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous conseille de remonter un épisode avant. Si c'est déjà fait, vous avez certainement envie de savoir comment Emmanuel réussit à rebondir alors qu'elle a quitté sa société dans des conditions très difficiles. On parlera de ce qui l'a aidé à surmonter ce coup dur, de la naissance et du développement de son nouveau projet, Colansing, et pour finir, nous partons non pas à Munich, mais à Augsbourg. Grâce aux adresses d'Emmanuel, vous avez de quoi vous y organiser une escapade d'une journée ou même un week-end. Je ne vous en dis pas plus et je redonne la parole à Emmanuel. Et qu'est-ce que tu fais pendant ces 4 ou 5 mois justement pour te relancer, comme tu dis ? Alors au début, je mettais beaucoup de promenades, beaucoup d'introspection. J'ai eu la chance d'avoir une famille extraordinaire qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a jamais dit mais tu fais n'importe quoi, pourquoi t'as lâché ça au moment où ça marchait. Au contraire, ils m'ont dit t'as bien fait de partir, c'est que c'était le moment, etc. Donc du coup déjà le fait d'être soutenue. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'au cours de mes formations, au cours de mon boulot, j'avais rencontré pas mal d'entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, à ce moment-là, ont vraiment été là pour me dire, mais en fait, ça m'est arrivé, à moi aussi ça m'est arrivé, regarde aujourd'hui où j'en suis. Et en fait, de voir qu'en fait, c'était juste une expérience entrepreneuriale. C'était pas la catastrophe, c'était pas la fin du monde, c'était pas un échec dans ma vie, c'était juste une expérience entrepreneuriale qui allait me faire grandir et partir vers autre chose. Et sans cet environnement-là, malgré le fait que ma famille était là pour moi, et forcément ta famille est là pour toi, elle te trouve formidable, mais j'avais besoin d'entendre d'entrepreneurs que c'était des expériences desquelles on pouvait se relever. Et c'est finalement, si je regarde le parcours, bien sûr, à la fin, la fin n'a pas été agréable, mais si je regarde le parcours, j'ai appris tellement de choses pendant ces 3 ans d'entrepreneuriat que j'aurais pas fait toute seule. Clairement, elles m'ont aidée à arriver à ce niveau-là. Elles m'ont aidée aussi à avoir confiance, à entreprendre des choses qu'à 3, on a osé de faire, qu'on n'aurait jamais osé toute seule. Avoir des contacts vraiment super dans plein d'endroits, à faire des formations de dingue que j'aurais jamais pu me payer non plus toute seule et que là, la boîte, vu qu'elle marchait bien, me permettait aussi de m'offrir. Donc tout ça, je l'avais, c'était de l'acquis. Donc bien sûr, la fin est dommage et ça aurait pu se passer autrement. Mais en attendant, ce retour d'entrepreneur m'a permis de voir que oui, bien sûr, il y avait une fin qui était dommage, mais il n'y avait rien de perdu, quoi. Il y avait beaucoup de choses de gagnées. Et donc, comment ça se passe ? Tu vas de mieux en mieux pendant ces 4 ou 5 mois ? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu as une sorte de déclic et tu trouves quelle va être ta prochaine destination ? Est-ce que tu te rappelles un petit peu ? Qu'est-ce qui se passe ? Gère beaucoup, je me pose beaucoup de questions sur moi, j'écoute beaucoup de podcasts de développement personnel, ce qui a priori n'était pas du tout mon truc, mais là je deviens spécialiste. Et je me pose beaucoup de questions. Curieusement, je n'ai pas l'idée de revenir en salariat, alors que j'ai beaucoup de propositions, enfin en tout cas plus à ce moment-là, mais j'ai eu beaucoup de propositions en tant que codeur sur Munich. Oui, donc tu aurais pu, toi, il suffisait d'envoyer un CV et tu trouvais directement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de demandes en tant que JavaScript codeur sur Munich et j'avais eu beaucoup de propositions à des salaires intéressants, en plus vraiment pour des débutants, c'est vraiment incroyable. Donc j'aurais pu aller sur cette piste. Curieusement, elle ne m'est jamais venue à l'esprit. Dans ma tête, c'était, mais en fait, il faut que je trouve autre chose. Quelque chose qui me corresponde plus, qui est plus mes valeurs, parce que finalement, vendre des plugins, bof. Et c'était là l'objectif de ces 3 ans, c'était vraiment, est-ce que je sais monter une entreprise ? Est-ce que je peux faire une entreprise qui marche ? Et maintenant, c'est, ok, je peux faire une entreprise qui marche maintenant, et si je faisais une entreprise qui marche et qui me plaît et qui a du sens pour moi. Et ça, c'était vraiment, et donc je cherchais toutes les choses qui pouvaient avoir du sens pour moi et sur laquelle je pourrais développer quelque chose. Et comment tu trouves l'idée ? J'ai eu plusieurs idées. J'ai eu l'idée parce qu'à ce moment-là, j'avais une petite révélation aussi, écologie, développement responsable, etc. Je me suis dit peut-être partir là-dedans et partager mes premiers pas avec d'autres gens et les aider à faire ces premiers pas sans se culpabiliser, etc. Mais j'arrivais pas trop à débloquer, donc j'en parlais toujours avec mes réseaux d'entrepreneurs.
Et à un moment, je me suis dit, en fait, mais moi, qu'est-ce qui m'a aidée ? Qu'est-ce qui m'a portée pendant ces années d'entrepreneuriat ? C'est le réseau d'entrepreneurs qui était là quand ça allait pas, quand ça allait aussi pour me dire, mais félicitations. Parce que félicitations de papa, maman et la grande-tante, c'est pas pareil que de félicitations d'un entrepreneur. C'est un petit peu moins objectif, oui. Exactement, là, de dire, mais bravo, tu viens de franchir un pas, super. Ou alors, et c'est quoi le prochain pas qui te pousse, qui te donne l'élan. Donc vraiment, les réseaux d'entrepreneurs et les formations qui m'ont permis d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, de toujours faire de nouveaux tests, de toujours dépasser les limites. Et je me suis dit, mais ça, en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat et surtout dans le monde du freelance, on est tout seul. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance que moi, j'ai eu d'être tellement entourée par des entrepreneurs. Et quand je discutais avec les autres freelance, c'est quelque chose qui revenait souvent, en fait, cet isolement, ce fait, même s'ils n'en avaient pas vraiment conscience, en fait. Je me rends compte que ils n'ont pas de recul, ils n'ont pas le recul des pairs qui peuvent leur dire, mais en fait, c'est normal ce que tu traverses. Ou alors, ah mais tu y es presque, il te suffirait de faire ça, il te manque juste le déclic, quoi. Et ça, je me suis dit, mais en fait, il faut que je le crée. C'est ça qu'il faut, c'est créer ce réseau et cette force pour les freelances. Donc, je suis partie là-dessus. Et dès que j'ai eu l'idée vers décembre, et ça s'est imposé à moi comme, ben voilà, ça y est, c'est mon nouvelle idée, c'est mon nouveau projet, j'y vais, je fonce. Et voilà, et en fait, en janvier, je commence à en parler. Mais ton projet, donc l'idée, c'est de te dire un réseau pour les freelances et qui offre de la formation. Voilà, un réseau surtout où les freelances puissent s'entraider, se soutenir, et se rencontrer, même si c'est plus ou moins virtuellement, mais de faire une vraie rencontre, pas juste de parler à des pseudos, de parler à des gens, on connaît leur parcours, on connaît leur projet, on peut les aider parce qu'il y a des étapes qu'on a déjà faites et ils peuvent nous aider parce qu'il y a des étapes et des expertises qu'on n'a pas et qu'ils ont déjà. Donc ce soutien-là et ce recul et parce qu'il y a des designers qui vont pouvoir aider quand tu fais un flyer, il y a aussi un comptable qui va pouvoir t'aider quand tu ne sais pas remplir. Donc cette multiplicité, tous ensemble en fait, pour arriver à un but commun qui est de développer chacun notre entreprise. Donc ça oui, et avec en même temps des lives pour tout le temps progresser, avoir de nouvelles opportunités de développement, que ce soit en marketing ou même en développement personnel ou en bien-être, où plein de petits... en fait, ça se passe sous forme de live où des experts interviennent et nous donnent des pistes régulièrement sur ce moyen de se développer. Là, je voulais revenir sur ça. Donc, en fait, là, formellement, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, il y a un groupe Facebook. Tu as aussi un site internet, mais je crois que ça a commencé par la première chose qui était prête au début, c'était le groupe Facebook. Tout à fait. Le site internet, encore une fois, je l'ai fait très, très rapidement, juste pour au moment où c'est devenu payant. La première chose qui a été faite, c'était le groupe pour voir si ça intéressait quelqu'un et si ça pouvait intéresser des freelances et surtout si j'arrivais à transformer ce groupe, qui pour moi, un groupe, c'est très chronophage et ça apporte des réponses ponctuelles mais pas de la valeur vraiment profonde parce qu'il n'y a pas de vraie rencontre. Moi, mon objectif et ma mission, c'était de dire, en fait, ça va être un groupe, mais parce que le groupe, c'est un outil qui est super et qui permet de se rencontrer. Mais ça va pas être les codes du groupe Facebook, ça va être des codes de rencontre, d'entraide, de soutien et on se rencontre vraiment, on connaît notre histoire, quoi. Comment tu arrives justement à cette idée de se dire je vais mettre ça en forme sur Facebook avec l'aspect groupe? Moi, grâce à toi, j'ai aussi découvert là, que tu pouvais changer le statut du compte là, pour transformer ça aussi en plateforme d'e-learning. Elle te vient comment l'idée? Au début, je veux vraiment tester mon concept pour me dire est-ce que c'est quelque chose qui me plaît qu'à moi, d'être entourée et ce besoin d'être entourée et d'avoir du feedback et de l'élan. Donc je me dis, je ne vais pas créer un site internet avec un espace membre, un espace tout ça, ça va me prendre beaucoup forte de mon expérience passée. Je me suis dit, déjà je vais tester le concept. Tous les freelances, tout mon réseau, il est pratiquement tous sur Facebook, donc ça va leur éviter de mettre un nouvel outil. En même temps, il y a tout le système de notification, de live, etc. qui est très bien fait. Donc, je vais partir là-dessus déjà pour voir si ça convient. Et donc, j'ai lancé l'idée dans mes réseaux propres en disant, ça y est, je me sens prête, je vais relancer ça. Si ça vous intéresse, suivez-moi. Et avant même le lancement, en fait, je me suis retrouvée à 200 personnes inscrites en moins de 48 heures. Je me suis dit, oula, en fait, je bloque tout, stop, arrêtez de venir. Trop de monde. Parce qu'en fait, voilà, il y a trop de monde. Et en fait, moi, le but, c'est que ça devienne un service payant. Ouais. Et du coup, si j'ai que des personnes gratuites, j'aurai plus de temps. Oui, parce que pour commencer, c'est ça que tu fais un appel
aux gens que tu connais. Moi, j'ai vu ton appel parce que tu avais posté sur un groupe dans lequel j'étais et je trouvais le concept intéressant. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, tu ouvres les portes, mais gratuitement aux gens qui demandent donc à s'inscrire. Donc, j'ai ouvert en janvier en disant le lancement se fera en 1er février. Venez, et je pensais concrètement, moi, je m'étais visée, on vise 100 à 150 personnes gratuites en septembre. Là, on était en janvier. Et du coup, peut-être je vais faire un peu de pub. En fait, non, en 48 heures, les 100 personnes étaient là, étaient très, très engagées immédiatement. Elles ont tout de suite adhéré au concept. J'étais assez exigeante dans la façon de gérer les choses parce que je ne voulais pas que ce soit un groupe classique. Donc, j'aurais dit, je veux que vous vous présentiez, je veux que vous alliez les uns vers les autres, je veux que vous entraidiez. C'est pas juste, vous passez pas juste quand vous avez une question, etc. Et en fait, les gens ont immédiatement joué le jeu. Ça a été très, très fort et très, très... pour moi, ça a été magique, vraiment, ça a été... tout de suite, ça allait mieux, du coup, parce que je me suis dit, mais en fait, ça marche, c'est possible de créer cette entraide et ce soutien et cette rencontre, même si on ne se rencontre pas physiquement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui se seront rencontrés par la suite physiquement grâce à Co-Lancing, et ça, c'est aussi un vrai bonheur. D'ailleurs, nous, on s'est rencontrés comme ça. Et puis on sort d'un déjeuner avec Sabine, qui est la 3e en Allemagne, co-lanceuse avec nous, mais bon... pour le moment, oui, bien sûr. Donc, du coup, tous ces gens arrivent et je ferme les inscriptions gratuites en disant maintenant, je ne vais pas faire un appel à payant. On va essayer d'améliorer le système pour voir s'il est possible de rester pour le moment sur Facebook. Et du coup, pendant plusieurs mois et jusqu'au mois d'avril, je développe ce système en essayant de voir s'il est possible de créer ce lien et de créer une plateforme d'e-learning au sein de Facebook. Et du coup, je me rends compte que les outils existent. Ils ne sont pas hyper faciles d'accès et il faut fouiller, etc. Mais c'est possible, en mettant les outils qu'il faut, de le transformer de la manière que je souhaite. Et du coup, j'arrive à un résultat qui me convient. Et là, du coup, je crée le site et je passe en mode payant. Oui, parce que là, maintenant, c'est plus du tout un groupe. Tu as les fonctionnalités du groupe Facebook, mais après, tu as tout cet aspect e-learning. Il y a, je sais pas, tu as plusieurs formations, je dirais même par semaine, ou tu as au moins une formation ou un live là par semaine. Il y en a un ou deux par semaine, toutes les semaines, voilà, avec des experts différents. Ça peut être soit des experts qui sont experts co-lancing, donc des gens avec qui je travaillais auparavant. C'est ce que j'ai demandé, c'est qu'en fait les experts, c'est des gens que tu connais, c'est des gens de ton réseau avant. Exactement. Et c'est toi qui leur as demandé s'ils voulaient faire partie de l'aventure, c'est eux qui viennent à toi, comment ça se passe? Pour la plupart, c'est eux qui m'ont dit le projet vraiment m'intéresse. Est-ce que si tu as besoin de moi, si tu veux, j'en fais partie. Ce qui était aussi très plaisant et vraiment très, très soutenant. Donc du coup, pour la plupart, c'était comme ça. Dans le cas d'Ousseni, qui est notre expert administratif, il est venu à moi, je ne le connaissais pas auparavant. Donc on a fait quelques lives en méthode tous experts. Et ensuite, je dis, oui, c'est bon, tu as les compétences, on arrive bien, on accroche bien dans notre façon de travailler, il n'y a pas de souci, tu peux rejoindre l'équipe. Et en fait, sinon, tous les autres, c'est des gens qui ont été des partenaires, des clients auparavant et avec qui ça s'était très, très bien passé, auxquels j'adhère complètement à leurs valeurs et à leur façon de travailler et qui ont accepté de rejoindre l'aventure. Et du coup, toutes les semaines, il y a un expert différent qui... ils reviennent en boucle, forcément, mais... On est 7 experts aujourd'hui. Ouais, 7, c'est ça. Et puis sur des thématiques bien différentes à chaque fois. Ouais, c'est ça qui était important aussi pour moi, c'est que l'entrepreneuriat en tant que freelance, c'est pas juste arriver à avoir un chiffre d'affaires. Ça, bien sûr, c'est un des objectifs et il y a le côté marketing, mais il y a aussi savoir se préserver, éviter le burn-out. Et aussi savoir parler aux clients, qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour créer une relation client qui est fiable, qui est à long terme et qui est respectueuse de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qui se passe par exemple quand un client ne paye pas sa facture? Est-ce qu'on doit tout de suite monter sur ses gros chevaux? Est-ce qu'il y a un moyen de rétablir la situation? Enfin, des choses comme ça. Il y a une experte sophrologie, il y a une experte relation client-client et après il y a des experts plus techniques comme design, etc. Et donc ça, tout se passe via le live Facebook. Et là, ce qui est super aussi avec la plateforme, là, c'est qu'ensuite, tu peux conserver tes lives et tu les retrouves dans la bibliothèque si tu as besoin à un moment donné de reconsulter. Il y a aussi, alors moi, j'ai pas encore participé, mais ça a l'air sympa, mais explique-moi,
il y arrive vers 17h le vendredi, mais moi mes filles viennent de rentrer de la crèche, la machine à café. Alors, C'est quoi la machine à café? Au début, c'était plus ou moins une petite expérience pour me faire plaisir à moi. C'est-à-dire que tous les vendredis à 17h10, on se met en mode, bon allez, on redescend un peu la pression, on va rentrer en week-end, on va partager un moment ensemble. Et du coup, c'est une visioconf en fait, où chacun vient sans objectif prédéfini. On parle de ce qui se présente en fait. Peut-être il y en a un qui a une problématique en particulier dont on va discuter. Peut-être on va juste parler d'autres choses. Et en fait, je pensais que ça allait plus ou moins marcher et que les gens allaient plus ou moins venir. Et en fait, c'est un des moments préférés sur Collancing. C'est vraiment très agréable ce moment-là. C'est un moment aussi où on apprend à mieux se connaître, à sortir un peu du cadre vraiment perfectionniste de il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. C'est vraiment un moment de détente et de plaisir entre nous où on peut parler effectivement de notre projet. Et en général, on parle de notre projet, mais pas que. On parle aussi de notre projet au sein de notre famille, de notre projet au sein de notre environnement. Et c'est très sympa et ça permet d'aller aussi plus loin dans la rencontre avec les gens. Et on se rend compte que quand les gens se connaissent, ils vont naturellement les uns vers les autres aussi au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui trouvent des partenaires, des clients sur Collancing. Et on en parlait encore il n'y a pas longtemps. Il y a une collanceuse qui m'a dit « Mais en fait, maintenant, c'est évident. Si j'ai besoin d'un designer, je sais à qui je vais demander. Si j'ai besoin d'un expert dans tel ou tel domaine, d'un expert vidéo ou quoi que ce soit, je sais, je ne vais pas aller autre part. Cette personne, je la connais, je lui fais confiance, je sais qui elle est. Je ne vais pas aller chercher un inconnu. » Donc, ce réseau aussi marche très bien, non seulement au point de vue personnel, de se soutenir les uns les autres, mais aussi au niveau professionnel, puisqu'on a des gens à qui on peut faire confiance et qui donnent déjà généreusement, gratuitement. Et si on a besoin d'aller plus loin d'un service personnalisé, ils sont là aussi. On n'a pas besoin de chercher partout quelqu'un de compétent, quoi. Parce que ce qu'on veut dire après, si on veut rejoindre le groupe, c'est un abonnement mensuel. Et ensuite, on a accès à tout. On a accès à tout. On peut venir au café. Donc, il y a un lien qui est diffusé tous les vendredis à 17h10. On peut venir ou ne pas venir. Il n'y a pas d'obligation. On a accès à tous les replays qui ont déjà eu lieu, même si on n'était pas encore abonné, et à tous les replays à venir. Donc, ce qui nous permet de participer aussi en direct, de poser nos questions en direct. Il y a aussi d'autres petits avantages comme Maëlle qui peut faire un audit sur le site internet pour dire au niveau visuel. Maëlle qui est graphiste. Qui est graphiste, exactement, et qui va faire un retour, un mini-audit pour les co-lanceurs gratuitement et qui va leur permettre de dire les pistes d'amélioration au niveau du graphisme, que ce soit sur un site, un flyer, une carte de visite, un e-book, enfin n'importe quoi. Il y a beaucoup aussi de soutien entre les uns et les autres qui n'est pas là, qui est spontané, mais qui se fait assez naturellement. C'est tout ce qui se passe en fait sur le groupe Facebook et ça arrive tous les jours, c'est quelqu'un relit mon pitch ou à ton avis, est-ce que vous auriez une idée ou qu'est-ce que tu penses de ça? Et les gens sont très très réactifs et à chaque fois c'est des conseils bienveillants et pertinents. Voilà, c'est des conseils d'experts et de pairs, donc ça c'est très agréable. Et il y a aussi les lives qui ne sont pas des lives d'experts mais qui sont des lives que j'appelle tous experts, c'est-à-dire c'est des co-lanceurs qui, de par leur expérience ou de par leur expertise, peuvent intervenir ponctuellement et acceptent de faire un live avec moi pour venir en aide ou raconter leur expérience auprès des autres co-lanceurs. Donc ça a été le cas d'Anaïk qui est venue pour, elle aide les gens à se reconvertir dans la reconversion professionnelle et qui nous a fait du coup un live sur le pitch, comment bien pitcher, comment défendre son entreprise à l'oral et trouver les bons arguments. Et là, quand je t'entends parler, donc j'imagine qu'on dit live, mais c'est pas juste le direct comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de travail en amont, puisque toi, tu choisis aussi les gens qui vont intervenir et vous préparez, avant que le live passe, vous préparez déjà un petit peu de quoi vous allez parler, ou toi, tu as ta liste de questions, comment tu prépares un live? Alors, ça dépend. Quand c'est tous experts, donc c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en live avec moi. À ce moment-là, ils sont très accompagnés. En plus, ils ont souvent une petite appréhension, parfois un syndrome de l'imposteur en disant mais non mais je sais pas trop quoi dire, mon expérience pas trop intéressante. Donc il y a toute une phase de mais si tu vas voir ça va bien se passer. En fait c'est qu'un Skype entre toi et moi. Les autres personnes vont le voir mais les co-lanceurs sont extrêmement bienveillants et il n'y a jamais de remarques qui sont désagréables à entendre. Au contraire, c'est vraiment toujours une poussée vers l'avant. Donc il y a cette démarche de rassurance aussi et de comment ça va se passer. Donc là, c'est moi qui suis beaucoup moteur pour dire bon, de quoi tu as envie de parler, on peut le structurer comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Après, pour ceux qui sont experts, on a plus une petite routine où on a un document à remplir, où on le fait en collaboration.
Et du coup, une fois que ce document est rempli, que c'est assez précis, on échange ensemble pour remettre en place les questions et le timing du live. Et ensuite, on passe en live. Voilà. Quelles sont les prochaines étapes de développement pour toi ? Maintenant, le produit est viable et il plaît beaucoup. Donc, je pense que je vais passer à l'étape communication et ouvrir du coup plus, développer sur le côté payant pour avoir plus de co-lancers et encore plus d'engagement. Et là, mon défi, ça va être que les nouveaux co-lancers comprennent l'ambiance et que c'est pas juste un groupe Facebook, c'est pas juste un produit fini. Ils payent pas pour avoir des réponses, ils payent aussi pour avoir un entourage et cette relation, ça se construit aussi. Donc, c'est vraiment aussi une démarche proactive. Et ça, c'est mon défi de se dire comment faire pour que les nouveaux clients, les nouveaux co-lancers comprennent que cette démarche est importante pour aller vers les autres, pour que l'expérience soit vraiment complète et vraiment puissante en fait. Oui, ou à l'inverse, j'allais dire pour toi d'être quelque part sûr d'avoir quelqu'un qui est réceptif, ou c'est un petit peu, pas le prendre mal quand je dis ça, mais d'avoir une personne aussi de qualité, ou du moins qui corresponde aussi aux valeurs de co-lancing. Tout ça, et par respect aussi par les co-lancers qui sont déjà là, que ce soit des co-lancers qui étaient là depuis le début et qui sont en mode gratuit ou des co-lancers qui sont maintenant clients. Ce ne serait pas bienvenu que quelqu'un vienne juste pour poser sa question sans dire bonjour, au revoir, qui je suis. Ce serait aussi d'évaluer la valeur de co-lancing. Donc c'est important pour moi, pour les autres co-lancers et en priorité pour la personne elle-même parce que c'est vraiment ça le produit. Le produit, c'est pas d'avoir des réponses à ces questions. Le produit, c'est d'être entouré et en étant entouré, on a des réponses à ces questions. Mais ça, c'est vraiment le challenge. Comment faire, ne serait-ce qu'avec le site, quelqu'un qui est juste la communication, comprenne qu'il y a cette démarche proactive. Et tu as déjà une idée, justement ? L'idée, ce serait qu'au moment où ils disent « Ok, je valide, je veux payer », il y ait une petite pop-up qui dise « J'ai bien compris que co-lancing n'est pas juste un groupe, mais que je vais avoir besoin de m'investir aussi, de me présenter, des choses comme ça ». Alors, ça va peut-être freiner aussi l'engagement, etc. Mais en fait, c'est pas grave. Je préfère freiner l'engagement et garder la valeur plutôt que développer le groupe de manière démesurée avec des gens qui vont finalement pas être contents et qui vont rendre l'expérience de ceux qui sont déjà là moins intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes dont tu voudrais qu'on parle par rapport à co-lancing, par rapport à la suite, par rapport, je sais pas, même si tu recherches quelque chose ou quelqu'un en particulier pour en profiter? Des choses en particulier sur co-lancing, non, pour le moment je suis vraiment ébahie par ce qui se passe vraiment au sein de co-lancing, l'entraide qui s'y passe et les relations qui s'y nouent, c'est vraiment magique, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, parce que moi j'avais ma vision et je savais que j'avais pu nouer des relations vraiment fiables et sincères avec des gens via le net, des relations sincères voire amicales. Mais je ne savais pas vraiment si j'allais pouvoir insuffler cette énergie et que ça allait se faire parce que ça demande, c'est vrai, un investissement. Et en fait, je suis vraiment, ça va au-delà de mes espérances dans le sens où les gens vraiment ont non seulement cette démarche, mais cette envie et cette reconnaissance de recevoir cet entourage et d'être soutenu et de soutenir. Enfin, en fait, ça donne confiance en la nature humaine. En fait, la nature humaine, elle a envie d'aider et d'être aidée, pas juste de recevoir gratuitement comme on peut avoir l'impression que c'est le cas parfois. Je fais toujours de toute façon un article qui résume tout ce qu'on raconte, qui met les minutes si quelqu'un a envie de zapper un passage long ou aller directement à l'info qui l'intéresse. Je mettrai donc le lien vers ton site. Sur le site, il y a toutes les informations. Oui. Je pense que c'est le plus simple, en fait, c'est d'aller sur le site ou plutôt que de chercher le groupe Facebook. Ah, le groupe, on ne peut pas le trouver. Oui, parce que c'est un groupe privé. Voilà, pour les membres. Donc, je mettrai le lien du site colancing.me. Et là, de toute façon, il y a absolument toutes les infos. Il y a ton mail pour te contacter si les gens ont des questions. Oui, il y a un formulaire de contact, il y a mon mail, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à co-lancing ? On peut lui souhaiter de garder sa valeur, plus que de se développer. Moi, c'est vraiment là l'objectif aujourd'hui, c'est qu'il garde sa valeur, son essence et la magie qui a été créée dès le début, qu'elle perdure, malgré le fait qu'il va y avoir des gens qui vont partir, des gens qui vont venir, et que cette magie-là perdure. On va faire une énorme transition et on va revenir, j'ai l'impression qu'on est parti très très loin, on va revenir en Allemagne. Revenons. Nous sommes toujours en Allemagne. Donc là, tu es à Augsbourg. Vous voyez rester encore avec ton mari, tu m'as dit au moins 1 ou 2 ans, c'est ça ? Au moins 3 ans, puisque nos enfants maintenant sont au lycée, donc on veut qu'ils terminent leur baccalauréat. Ensuite, ils vont aller faire des études probablement
pas en Allemagne parce que eux ils se sont dit maintenant qu'on a un cursus international, autant en profiter. Donc on sait qu'ils vont partir. Donc nous, en fait, on a toujours la bougeotte, donc on va sans doute partir aussi. Au début, le projet, c'était de rester à Munich 2 ans. Oui, parce que ce que j'allais te dire, t'as commencé, on m'a dit oui, 2 ans, on va voir, et puis au final, là, ça va faire combien de temps ? Là, ça fait 8 ans, 7 ou 8 ans. Ok. Ouais, ça fait beaucoup. mais alors, est-ce que l'Allemagne, ça vaut le coup de s'expatrier en Allemagne ? Alors, au bout de 2 ans, on s'est dit quand même, on est vachement bien, on va rester une 3e année, pareil pour la 4e année. Et au bout d'un moment, on s'est dit non, mais en fait, ça nous plaît. On n'a pas envie de revenir en France. La vie ici, elle est hyper agréable. Les gens sont très gentils malgré les a priori qu'on pouvait avoir. Bien sûr, il y a la langue, mais la langue, ça s'apprend. Et franchement, la qualité de vie ici et l'infrastructure et le fait qu'il n'y a quasiment pas de criminalité, qu'on peut sortir même en tant que femme la nuit sans aucun souci, sans aucune peur. C'est vraiment... Puis même les enfants, ils peuvent prendre les transports en commun, il n'y a jamais aucune inquiétude, on sait que tout va bien se passer. Tout ce confort-là, c'est vraiment inestimable. Donc vraiment, on est très très content de notre expérience en Allemagne. Maintenant, quand les enfants vont être plus grands, ça va être l'occasion pour nous de découvrir un autre pays, je pense. On finit toujours par des petites questions rapides. C'est le moment où tu nous partages tes bonnes adresses, tes bons plans. Moi, en bonne française, je commence toujours par la rubrique quel est ton restaurant ou quels sont tes restaurants préférés. Donc, on avait parlé un peu avant, tu m'as dit que tu as une adresse à Munich. Mais si tu as des adresses à Augsbourg, je trouverais sympa que tu les partages aussi parce que Augsbourg n'est pas très loin. Je sais, j'ai entendu, j'ai des amis qui vont de temps en temps passer un week-end, on peut aller visiter des choses. Donc, ça peut être aussi l'occasion de faire une escapade à Augsbourg. Mais bon, je te laisse commencer par ton adresse à Munich et après... Alors, mon adresse à Munich, c'est vraiment une ressource aussi là. Pareil, la bouffe, c'est quand même important pour les Français. Exactement. Et c'est vrai qu'en Allemagne, moi, il me manque ça. Il me manque cette variété, il me manque le poisson, il me manque les légumes, il me manque toute cette cuisine méditerranéenne qui est très importante pour moi. Et j'ai trouvé une petite adresse qui est donc Limani, qui est un restaurant grec à Munich. La station de tram ou de métro, c'est Mangfallplatz. Et là, c'est vraiment une petite halte en Grèce où on mange du poisson frais, des olives. Enfin, ça fait vraiment du bien. Donc ça, c'est mon adresse à Munich, c'est mon petit chouchou. Il y a aussi le Glockenspiel qui est en face de la Rathaus, qui est très sympa avec une très belle vue sur le clocher. Du coup, c'est un peu magique. C'est là où on emmène, nous, quand on a de la famille ou des amis, on les emmène toujours là parce que c'est assez... la sortie avec la famille. Exactement. Pour montrer la Marienplatz. C'est une super belle beau. Donc, et puis pour un brunch, c'est sympa. Donc ça, c'est là où on aime bien aller à Munich. Et à Augsbourg, je dirais Amperlachart, qui est juste en dessous de la Rathaus et qui est un petit restaurateur qui fait ses pâtes lui-même et qui est un peu gastronomique. Alors, pas au sens gastronomique comme on pourrait l'appeler en France, mais il me fait quand même des efforts au niveau de la présentation, au niveau des produits qu'il utilise, des produits frais, etc. Donc, c'est un restaurant que j'aime bien. Et le cadre est assez sympa. Je vais passer un week-end à Augsbourg. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire dans la ville, de visiter ? Alors dans la ville, déjà le centre-ville qui est très joli, vraiment très sympa. La Rathaus en elle-même, elle est très jolie aussi avec un plafond doré qui est assez impressionnant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la Fuggerei, qui est un quartier social qui existe depuis, alors je voudrais pas te dire de bêtises, mais je dirais le XVIIe siècle. Je remettrai dans les notes. Voilà, corrige. Et en fait, qui a été créé, c'est de la première cité sociale. Et toujours aujourd'hui, les gens payent 1 euro par mois et par habitant pour y habiter. Et en fait, on dirait vraiment un petit village en plein centre d'Augsbourg. Okay. Donc, il y a des portes pour rentrer, c'est un peu fortifié. Et à l'intérieur, c'est vraiment un tout petit village avec des tout petites maisons. On dirait vraiment un village de poupées, en fait. Et c'est très, très joli et très, très original à voir. Et en contraste, à l'intérieur de ce village, il y a un bunker qui a été fait pour protéger du coup la population pendant la Seconde Guerre mondiale et les attaques américaines. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué d'apprendre aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale du point de vue allemand et du point de vue de la population qui aussi a beaucoup souffert et de ça. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise et interpellée.
que eux aussi ils étaient sous une dictature et que c'était pas facile et qu'eux aussi ils ont vécu les bombardements, la mort de leurs enfants, etc. Et c'est quelque chose que j'avais jamais réalisé et qui a été vraiment un choc pour moi, très intéressant. Tu as lu à ce sujet où en fait tu peux faire une visite guidée où on t'explique Alors quand tu rentres, tu as un petit flyer qui t'explique, Ok. tu trouves beaucoup d'informations sur le net et également sur le routard. D'autres choses à voir à Augsbourg? J'aime beaucoup la Siebentischwald, qui est une grande forêt dans laquelle il y a un zoo et un jardin botanique qui est vraiment incroyable, avec des grands arbres et tout ça. On n'a pas en Provence toute cette variété d'arbres et de verdure, c'est toujours très vert, il y a beaucoup d'eau. Et à Augsbourg, alors on m'a dit qu'il y avait plus de canaux qu'à Venise. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a beaucoup de canaux, donc beaucoup de points d'eau, et ça, c'est vraiment sympa. Ça donne vraiment un côté feng shui qui est hyper sympa. Et la vieille ville d'Augsbourg aussi, où il y a les artisans. Il y a la nouvelle ville qui est sympa avec avec beaucoup de commerces qu'on peut connaître, etc., des grandes chaînes. Et quand on descend en bas, il y a le quartier des artisans, qui est un petit quartier pavé et piéton, qui est vraiment très, très sympa. Écoute, tu donnes envie. Non, ouais, Augsbourg, c'est très chouette. Écoute. Et puis ça vit beaucoup, il y a beaucoup, dès qu'il fait beau, il y a tout le monde qui est dehors, en terrasse, il y a beaucoup de petits cafés, des choses comme ça. C'est vraiment un endroit qui est agréable à vivre. Une question que je pose aux Munichois, je ne sais pas si c'est la même chose quand on est à Augsbourg, c'est donc tu as la sortie, la journée en ville ou quand tu as du monde, mais après, je pense que quand on vit en Bavière, on connaît ce qui est très chouette aussi, c'est l'extérieur. On n'est pas loin des montagnes, des lacs. Donc à l'extérieur de Augsbourg, en restant quand même dans un périmètre, en Allemagne on va dire, ou en Bavière, est-ce qu'il y a t'as un endroit coup de cœur ou un endroit que tu aimes particulièrement? Moi j'aime beaucoup aller dans les Alpes, vraiment c'est juste à côté et c'est tellement beau les Alpes par ici. Et quelque chose qui m'a beaucoup plu, ce sont les clams, donc Partnerklamm qui est à Garmisch-Partenkirchen, j'arriverai pas. et une autre clame qui est de l'autre côté des Alpes aussi, vers Oberstdorf. Clame en français, ça se dit... Tu vois? Oui, je vois très bien. C'est pas une falaise, c'est des gorges, c'est ça. Des gorges. Oui, c'est plus ça. Donc voilà, les gorges des Alpes de Munich, autour de Munich. Le frallement, tu sais, oui, donc la clame. C'est ça, exactement. Donc des gorges, pour parler bon français. Oui, les gorges sont vraiment impressionnantes, et aussi bien en été qu'en hiver, puisque en hiver, on peut aussi les pratiquer, et sous la neige, avec des pics de glace, c'est vraiment sublime, c'est vraiment époustouflant. Le podcast s'appelle Dessine-moi Munich, mais aujourd'hui on va l'appeler Dessine-moi Augsbourg. Et je pose toujours aux invités cette question-là. Donc si tu avais une couleur ou un ou deux adjectifs, comment tu dessinerais à Augsbourg? L'idée c'est de faire quelque chose d'assez visuel et court. C'est pas forcément une couleur, ça peut être des adjectifs. Ou qu'est-ce que ça t'inspire? Ça peut être un sentiment aussi. La couleur, je dirais des couleurs chaudes. Pas une seule couleur, mais jaune, orange, rouge, parce que les façades des maisons sont beaucoup dans ces couleurs-là. Et c'est très chaleureux, du coup très agréable. Et pour donner des adjectifs, je dirais apaisant. Je pense que c'est... Alors je ne connais pas vraiment Munich, mais je pense que c'est plus calme que Munich. Donc c'est un côté aussi que j'aime bien. C'est vivant, mais apaisant. Si tu devais donner un conseil à un Français qui s'expatrie... on va dire en Bavière, parce que ça peut être pas différent, ce serait lequel? Essayer d'acquérir les bases de la langue assez rapidement, parce que ça permet aussi d'aller vers les autres, et c'est ça qui est important pour réussir son intégration, et pas hésiter à rejoindre des clubs sportifs ou quoi que ce soit, même si on ne parle pas encore bien, parce que c'est vraiment, que ce soit d'ailleurs en Bavière ou n'importe où, en tant qu'expatrié, rencontrer, c'est aussi la chance, on n'est pas des touristes, on est des expatriés, donc on a la chance d'être au cœur d'une vie, et c'est ça qui est le plus riche, c'est d'aller vers les autres pour découvrir cette vie, cette culture, cette différence, et cette différence qui est vraiment enrichissante pour nous aussi, et pour tous les a priori qu'on peut avoir avant d'aller dans une ville, dans un pays, et qui souvent s'effondrent d'eux-mêmes quand on rencontre les gens, et qu'on apprend à les connaître et qu'on visite. C'est pareil,
l'Allemagne moi j'aurais jamais pensé que c'était aussi beau, aussi au niveau de la nature, aussi varié, aussi vert, aussi bleu, enfin il y a 1000 couleurs, et même s'il n'y a pas la mer et que je suis quelqu'un qui adore la mer, il y a des lacs qui sont juste sublimes. Et toute cette richesse, cette différence, il faut aller vers elle aussi. C'est pas elle qui va venir vers nous en tant qu'expat. On peut très facilement s'isoler et rien voir de tout ça. Et je pense qu'il faut apprendre les bases de la langue et pas hésiter à aller au contact de la population et à aller au contact du monde qui nous entoure et qui a beaucoup de choses à nous offrir. Si tu devais partir demain, qu'est-ce qui te manquerait le plus ? Je pense que c'est cette sérénité du fait qu'il n'y ait pas de criminalité, oui, qu'on soit partout en sécurité. On a fini. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux encore ajouter ? Merci beaucoup. Merci à toi et puis à une prochaine fois pour la suite peut-être. Peut-être. Rebonjour, merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère que le parcours d'Emmanuelle vous a inspiré. Au risque de me répéter comme un vieux disque rayé, si le podcast vous a plu, pensez à laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Pour être tenu informé de toutes les nouveautés, abonnez-vous à la newsletter via le site dessine-moi-munich-toutattaché.com ou bien sur les réseaux sociaux du même nom. Je vous souhaite une bonne journée ou nuit selon votre fuseau horaire et vous dis à très vite pour un prochain épisode.